Bonjour, bienvenue dans la cave pour cette deuxième émission, retour des brocantes et retour d'Emmaüs. Donc d'abord on va commencer par une petite session Emmaüs avec mon pote Jules. En route pour Emmaüs par une jolie journée de canicule bien chaude. Espérons que ils seront pas tous tout secs là-dedans. Parce que quand même il fait chaud là. Il n'y a pas foule et c'est cool. Par contre c'est chaud. Ça, je sais pas, des tonnes. Une là, une là-bas, encore là-bas. Mais ça, c'est des. Là, il y en a une là, une là, une là. Je te dis, je pense qu'il est. Sinon, c'est ça. Ouais, il est pas mal, hein. C'est pas quoi. Mon Dieu. Non mais je pense que je vais prendre la grosse platine là. Enfin le combo. Je vais prendre le combo je pense. Ouais. Bon, ça, c'est bon. Parce que là, il y en a un, il fonctionne pas, tant pis. Ça, j'ai trouvé ça. Donc un chamfort avec un bourg, mais pourri, de chez pourri. Mais sinon le disque est très bien. Tu veux voir des perles? Ouais vas-y. Je montre une perle. Ouais, vas-y de rajouter un truc. Alors, ça, quand même, faut l'avoir. Ah oui. Par Jimmy Styling. Ouais. Même pas l'oreille. Ah oui, C'est celui-là, beau, hein. ouais, celui-là il est beau. Sinon, les sempiternels Tino Rossi, Nicole Croisi, Nana Mouskouri, Serge Lama. Et dans la même veine. Ouais, celui-là aussi, reprise de Bonnet. Non, mais c'est juste foufou, quoi. Et là aussi, Orgamond. Parfois, c'est mieux. C'est vrai, elle est sympa avec la. Je crois que là... Ça, quand même. Ah, là, c'est un maxi, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ça serait pas un maxi. Sinon, il y a quand même un Johnny Hallyday, mais vide. Sinon, il y a cette série là de bouquins chez Robert Laffont, avec des titres aussi évocateurs que les Brigades mondaines, sauf que là, c'est un autre genre. Jésus ou le mortel secret des Templiers. Le livre noir des soupes volantes. Il faut le lire avec l'intonation. Fantastique île de Pâques, le mystère templier. Voilà. C'est pas facile à lire. Et l'été dernier, j'étais tout dingue avec mes 4 brigades des Mars, la brigade mondaine, pardon. Et en fait, il y en a des tonnes. Je pensais que c'était un peu rare, mais en fait, il y en a des tonnes. Voilà. Et même des SAS. Après, certainement qu'il doit y avoir des cotes. Certains qui ont plus de valeur que d'autres, mais je sais pas. Donc, on a vu ce rayon des DVD. En pleine transpiration de la mort. Il y en a tellement. Je sais même plus où donner de la tête. Des trucs. Oh putain. Oh, formidable. Ah non merde, je mets déjà. Allez. Bah moi le bilan, alors je me permets de commencer
c'est de la musique moderne avec des 78 tours, évidemment. Mais quand même, Inma Sumac, Juliette Gréco, Django Reinhardt, Golden Gate Quartet. Donc voilà, c'est que des enregistrements prises directes des années 40-50, donc ça me fait bander. Ouais, il y a de quoi, je veux bien, ça va avoir du son. Moi c'est un disque de soupe, je vous montrerai ça plus tard, et surtout une grosse moisson de DVD nanar, parce qu'en fait je suis en plein nanar en ce moment. J'ai un besoin compulsif d'acheter des nanars, et donc là j'en ai acheté 10 à peu près. Enfin je crois qu'il y a l'Armée des Ténèbres quand même, les Evil 3 qui est pas trop pourri. Mais une fois que je les ai vus, s'ils sont pourris, je les fous à la benne, ou alors je les ramène chez Emmaüs. En fait, c'est un peu mon vidéo club. Je leur refile en don, et puis peut-être qu'ils le revendront 1 euro, c'est toujours ça, quoi. Annie Cordy. Annie Cordy. Peut-être jazz à l'époque. Ouais. Ça c'est, j'en sais rien. Inma Sumac, Capitol, en anglais, pour les aveugles. Le Golden Gate Quartet. D'accord. À découvrir, Makito and his Orchestra, Caravane, classique, Django Reinhardt, Statue, et le quintet du Hot Club de France, Swing. Logo par Delaunay. Ah oui. Et Juliette Gréco, avec Michel Legrand, déjà. Voilà, donc ce jour-là, comme vous avez pu le voir, je me suis gratté tous les DVD, parce que je l'avais jamais fait, j'avais jamais eu le temps de chercher partout. Donc là, j'ai trouvé pas mal de films sympas. Donc Universal Soldier, donc Vandal et Dolph Lundgren, voilà, je l'ai jamais vu, donc c'est l'occasion de le voir dans une bonne qualité. Nemesis 2, alors là il paraît que c'est un navet, hein, ne pas confondre navet et nanar, ça c'est plutôt un navet, mais bon, j'aime bien les univers post-apocalyptiques. En plus, dedans, la méchante est une espèce de bodybuildeuse hyper virile, donc ça m'émoustille. Ken le survivant, je l'avais vu en VHS dans les années 80, peut-être 90. Et ça m'avait bien fait marrer, ça se donnait bien, et j'aimerais bien le revoir, parce que j'en garde un très bon souvenir. Point Man, un Lambert, aucune idée, je ne sais pas ce que c'est que ce film, donc moi quand il y a Christophe Lambert, je veux voir, donc je vais le voir. Beverly Hills Vamp, pareil, aucune idée de ce que ça peut être, sauf que c'est un navet des années 80 avec des histoires de vampires, et voilà, à voir. Et Renégat, donc je n'aime ni Lou Diamond Phillips ni Kiefer Sutherland, mais le duo a l'air sympa, et puis le titre américain c'est Renegade, et donc Renegade, hein. Les vrais savent. Donc ça, c'est pour ce que j'ai trouvé que j'ai pas encore vu. Mais je vous ai concocté une petite review pour les films que j'ai vus. Donc on va commencer par Cybercop, chronique sur Nanarland, un vrai nanar, donc extrait de la bande-annonce. A DEA agent leads an elite team into battle against an international drug cartel. It's going to be like taking candy from small children. But what Agent Philip Ryan finds there is more dangerous, The setup! more devious. Allow me to present a K3 prototype cyborg assassin. Ce film avec Doug Bradley, inconnu au bataillon, ce type est un pratiquant d'arts martiaux, donc c'est assez rigolo et ça savate pas mal. Il combat un espèce de sous-Terminator assez ridicule. Et donc, atmosphère typiquement années 90, donc tout est tourné dans des hangars et dans des couloirs, avec une lumière bleu-violette comme j'aime bien. Des écrans de télé pour faire sérieux, des ordinateurs Atari voire MO5 pour donner un côté high-tech. Des seconds rôles plutôt sympas, le méchant c'est John Rhys Davis, le gars qui fait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux et qui joue aussi dans Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue pour être exact. Donc j'aime bien cet acteur, et cet acteur cabotine à mort parce qu'on sent qu'il a besoin de fric pour payer sa collection de bagnoles et pour justifier son niveau de vie. D'ailleurs il a tourné dans plein de nanars avec un grand plaisir. Donc vraiment sympathique, j'ai passé un bon moment. Il faut savoir que le héros du film fait tout le film avec une banane en cuir.
autour de la taille. Et alors ça, c'est assez puissant au niveau du look. Et ensuite, il faut le voir pour le combat final tout moisi entre le méchant cyborg et une motocross. Donc ça, franchement, si vous n'avez pas envie de le voir après ça, je ne sais pas quoi dire. Ensuite, Fantôme. Le titre anglais, c'est The Race. The Race. The Race. An evil force took his life. An unearthly power has brought him back. He is a phantom, a wraith, a cosmic spirit given another chance. Are you new in town? Yeah. Who's the kid? I turned my back and the next second he was there. Like magic almost. You ever seen one of those before? Let's just add it to our collection. Donc là, ça suffit. C'est pas la peine d'en montrer plus au niveau de la bande-annonce. Vous avez reconnu Martin Sheen et Sherilyn Fenn. Splendides tous les deux, tout jeuneaux. Et en plus, autour d'eux, il y a donc Nick Cassavetes, qui est le fils quand même de John Cassavetes et Jenna Roland. Randy Quaid, le frère de Dennis Quaid. Et encore un autre frangin, Howard, le frangin de Ron Howard. Je ne sais plus comment il s'appelle de son prénom. Donc ça, c'est toujours un bon signe quand il y a des frangins et des cousins d'acteurs connus. On est forcément dans le nanar. Mais non, c'est plutôt un petit film culte, bien que la VF soit vraiment pourrie, vraiment malheureusement pourrie. L'ambiance est formidable, tournée en décor extérieur en Arizona. La voiture, c'est une Dodge prototype qui est vraiment très très belle, et l'atmosphère de ce film est vraiment juste très prenante. Un bon film d'été. Sherilyn Fenn est splendide, adorable dans ce film. Elle n'est pas encore la petite brune pulpeuse de Twin Peaks. Elle est juste girl next door, toute bronzée et vraiment charmante dans son rôle un peu de victime. Charlie Sheen est génial dans son rôle aussi de jeune homme qu'on retrouvera un peu dans La folle journée de Ferris Bueller. C'est un peu son côté bad boy là qu'on aime bien. Donc franchement celui-là, je suis très content de l'avoir trouvé. Il faut vraiment le voir. Ensuite, plus difficile là. L'épée de feu. Alors là, c'est une VHS. Je sais pas. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais vu une VHS. La VHS, bon, il ne faut pas trop en acheter, mais celui-là, il fallait parce qu'en fait, son titre anglais, c'est The Throne of Fire. Et donc, l'héroïne est une jeune femme blonde qui est prisonnière dans un village et qui se cache d'un méchant pour essayer de revenir et prendre le pouvoir. Ça rappelle une série qui est passée il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. From a dark, primitive time of a barbaric empire comes the epic battle for the Throne of Fire, a time when the power of evil triumphed across the land. A time of uncontrollable demonic forces, a time of the sword and sorcery. A towering spectacle of merciless warlords, fearless warriors, lusting women, and awesome conflicts. The Throne of Fire. Donc l'épée de feu, hein, l'image est dégueulasse, le son est pourri, la VF est affreuse à base de... Bon, on ne comprend rien de ce qu'ils disent, mais bon... Il y a quand même un gros barbare musclé et abruti qui vient pour sauver cette jeune princesse. La princesse se démerde plutôt pas mal. C'est Sabrina Ciani, une actrice italienne qui joue dans beaucoup de films comme ça où elle est un peu barbare et souvent un peu dénudée, mais pas dans ce film en tout cas. Elle manie très bien l'épée, enfin très bien, hein, comme on peut manier l'épée quand on ne sait pas manier une épée. Et donc voilà, c'est à voir quand même, parce que c'est du nanar péplum sur le retour qui vaut le coup. Et pour finir, mon chouchou, mon préféré de tous, Mommy, la momie résurrection. Alors là, on est dans le haut level. From the ashes of an ancient civilization. Extraordinary. I think he was buried alive. Comes a being wrapped in mystery. According to legend, Azira was caught seducing the god's mistress. You, Azira, are condemned in body and spirit. Reborn into our world. Who are you, sir? I am the protector of the dead. Hein, certains pensent que c'est un navet, moi je dis c'est juste un bon petit film. J'aime tout ce qui est ambiance momie, ambiance égypte ancienne.
Là, c'est tourné en décor naturel en Israël. Donc on a vraiment des très beaux décors nocturnes, on a vraiment des très beaux décors diurnes aussi, avec des acteurs de second plan qui sont pas super, mais le rôle principal, c'est Tony Curtis. Que fait Tony Curtis dans ce film? Eh bien en fait, Christopher Lee avait signé pour le faire, mais au dernier moment il a dit ça pue la merde, je vais pas le faire. Donc ils ont demandé à Anthony Perkins, qui lui était prêt à faire n'importe quel film pendant un moment, mais malheureusement il est mort. Donc ils ont appelé un autre alcoolo, Tony Curtis, qui lui s'est dit Christopher Lee, Anthony Perkins, mais c'est un bon rôle, je vais le faire. Et en fait il est complètement miscasté, c'est-à-dire que c'est vraiment, il est complètement à côté de la plaque pour ce rôle de jeune séducteur alors qu'il a près de 70 piges. Et donc il est là avec sa tenue d'égyptien, du docteur Moacide, qui est en fait une momie qui se résurrectionne à notre époque pour retrouver son amour perdu. Et là il rencontre une jeune femme qui est le portrait craché de son amour du temps des pharaons. Donc bien sûr il va essayer de la séduire, mais en même temps toute une histoire de malédiction, de voleurs de tombeaux, de choses comme ça. Bon, alors c'est très kitsch, hein, c'est des éclairages vraiment criards avec des effets spéciaux en carton, mais franchement, j'ai une tendresse pour ce film parce que bon, c'est un bon film d'été, un peu comme Fantôme, à voir un soir où il fait très très chaud et où on est là et on se sent complètement liquéfié sur son canapé et donc on passe un très bon moment. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ces films. Et puis, voilà, la vidéo est terminée, à bientôt. Ouais, salut, c'est Madiar, donc c'est pour la rubrique 2 minutes sur un objet d'un invité de Pascal sur sa chaîne YouTube. Donc j'ai choisi de vous montrer cet objet que je viens de récupérer là tout de suite aujourd'hui chez Emmaüs dans Paris à 4 €, il a sa petite étiquette. C'est une bouteille Torpedo en fait, c'était les vieilles bouteilles de soda. Elle copie les premières bouteilles Schweppes, donc d'ailleurs si vous regardez du 18e siècle pour le coup, les toutes premières, parce que Schweppes c'est l'une des premières grandes marques internationales à avoir exporté son eau gazeuse. En fait la source Schweppes, si vous regardez, et ben c'est encore écrit 1783. Ouais, j'ai un mini frigo d'alcoolique chez moi, je peux garder mes bières au frais. Et donc, les bouteilles Schweppes étaient comme ça, de forme torpedo au 19e siècle. Et ça, c'est une copie en fait anglaise, puisque c'est écrit Paul and Burrow Real Soda Water, Wilson Street, 1802, Long Acre. Il me semble que Long Acre, je sais pas comment on dit. Et la rue Wilson, c'est à Londres. Et donc en fait, c'est une bouteille, à mon avis, des années, je sais pas, 1840, 1850. 1840, 1850, ouais. Parce que c'est du verre soufflé et elle est marrante. Et je l'ai choisie aussi parce qu'à mon avis, elle a une forme qui est pas commune et qui me rappelle un autre type d'objet. Je dis ça, je dis rien, hein? On n'est pas obligé de jouer au rugby avec, mais on peut prendre du plaisir. Voilà, allez bisous. Oui, j'oubliais. Grâce à Julien qui s'est bien fouillé dans les vinyles, moi je suis un peu blasé des vinyles à Emmaüs parce qu'il y a toujours les mêmes merdes, mais des fois il y a des arrivages. Et là, merci Julien qui les a trouvés pour moi. Lui il déteste, hein.
beaucoup de gens détestent Phil Collins d'ailleurs, mais moi non plus j'aimais pas quand j'étais jeune, mais maintenant que je suis vieux, eh bien je sais ce qui est bon. Et cet album est formidable. Déjà parce qu'il a été enregistré à la maison par Phil Collins après une peine de cœur, qu'il a travaillé avec un Prophet 5, une TR-808, des synthés assez cheap pour l'époque, hein, alors que lui il sortait de gros studios d'enregistrement avec Genesis. Il a fait tout ça tranquillou, il a quand même été chercher des cuivres assez puissants de Earth, Wind & Fire pour arranger tout ça. Et il a fait un album qui est devenu culte, notamment grâce à la chanson In the Air Tonight, qui a été iconifié par Deux flics à Miami, avec cette scène d'anthologie où il roule la nuit sur cette chanson. Depuis, tous les fans de l'esthétique rétro-wave années 80 adorent ce musicien, notamment pour ses roulements de batterie, ses atmosphères, et ses chansons suaves. Voilà, et moi je persiste à dire que Phil Collins et Peter Gabriel ont quand même changé la donne au niveau de la musique dans les années 80. Donc merci à eux, et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo.